Bonjour à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Je me présente, Marcel Parr, de l'Association canadienne des concepteurs conceptrices pédagogiques. Euh, Nous aurons la chance aujourd'hui d'avoir un atelier qui va être donné par Madame Alice Fomen. Alors, je vois qu'il y a des gens qui continuent d'entrer. Euh, voilà, qui vont se connecter à la présentation. Alors, on va prendre quelques minutes pour laisser peut-être 1 ou 2 minutes de grâce, de délai. On va être un petit groupe. Alors, si vous voulez laisser votre caméra ouverte pour ne serait-ce que d'assurer une bonne présence aux yeux de notre animatrice, alors vous pouvez le faire. Euh, et puis, on vous verra ou non. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, si on est au Québec ou en Ontario, qui sont en train de manger leur petit lunch du midi. Alors, certains préfèrent laisser la caméra fermée. Alors, vous fonctionnez comme il vous plaît. Alors, je crois que nous pouvons commencer. On va continuer de laisser arriver les personnes au fur et à mesure là, de leur connexion. Alors, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cet atelier de l'Association canadienne des conceptrices et concepteurs pédagogiques. Euh, Aujourd'hui, le 20 mai, nous avons la chance d'avoir parmi nous Madame Alice Fomen, qui va vous présenter un atelier sur l'adhésion aux technologies, comprendre les facteurs d'acceptation et favoriser l'adhésion. L'atelier d'aujourd'hui est le dernier atelier de l'année. Nous sommes très heureux de vous avoir présenté une année très active sur le plan des événements. Il y reste quand même une classe de maître le 17 juin. Avec Madame Fauben, moi je vais donner un petit coup de main pour les questions-réponses dans le clavardage. Euh, Madame Fauben va présenter son atelier pour environ 45 minutes et il y aura une période d'échange de 45 minutes à la fin de la présentation. On n'est pas un groupe nombreux, là, donc on va se donner de la marge de manœuvre et de la souplesse dans le fonctionnement. Euh, L'atelier actuellement sera donné en français. Il n'y a pas d'interprétation simultanée pour les ateliers. L'interprétation simultanée se donne pour les classes de maîtres seulement et c'est la raison pour laquelle les classes de maîtres sont payantes et les ateliers sont gratuits. Actuellement, vous avez la possibilité aussi d'utiliser tous les outils d'interaction, le pouce en l'air, les applaudissements. Alors, gênez-vous pas pour vous montrer actif et active. Et bien sûr, d'utiliser le clavardage autant que vous le souhaiterez. J'aurai un œil aussi sur le clavardage. Alors, je vais de ce pas vous faire une courte présentation de l'activité d'aujourd'hui, que je retrouve ma présentation de Madame Faumen. Attendez un petit peu, excusez-moi, je l'ai trop bien classée. Voilà, la voici. Alors, le titre de l'atelier, Adhésion aux technologies, comprendre les facteurs d'acceptation et favoriser l'adoption. Dans cet atelier pratique, nous explorerons les facteurs influençant l'adoption des technologies par différents profils d'utilisateurs, que ce soit en milieu éducatif ou professionnel. Il est essentiel de comprendre comment et pourquoi certaines personnes adhèrent plus facilement à certaines technologies que d'autres. Nous aborderons des études de cas concrets, des exemples de personnalisation d'outils numériques et des stratégies pour encourager une adoption technologique plus large et durable. Cet atelier interactif vous permettra d'identifier des solutions pratiques pour adapter vos approches selon les besoins et les préférences des utilisateurs.
Madame Faumen, un petit instant, je vais admettre une personne. Voilà, c'est fait. Et je poursuis avec la présentation maintenant de la biographie de Alice Fomen, qui est actuellement professeure adjointe à l'Université de l'Ontario français à Toronto. Elle détient un doctorat en technologie éducative de l'Université Laval, une maîtrise en droit de l'homme, un baccalauréat en éducation ainsi qu'un baccalauréat en droit public. Alors, on est choyé d'avoir une personne qui a un très, très vaste profil. Ces recherches se situent à la croisée de l'acceptation des technologies et l'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant. Elles s'intéressent aux facteurs influençant l'acceptabilité, l'acceptation et l'usage des technologies dans les pratiques pédagogiques à l'élémentaire et au secondaire. Fondatrice de l'Alliance pour une communauté éducative inclusive, elle s'implique dans cet organisme francophone ontarien depuis 2016 en coordonnant des projets visant à soutenir l'insertion professionnelle et l'inclusion du personnel enseignant issu de l'immigration récente. Alors, si vous êtes prête, si tout le monde, si on est prêt, Alice, si tu es prête, nous allons te laisser maintenant la parole pour ta présentation. Merci beaucoup, Marcel. Merci à tout le monde d'être venu pour cet instant de discussion que je ne voudrais pas trop présenter comme comme un enseignement magistral, mais plutôt comme un moment d'échange. Alors, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'il se trouve au centre de mes intérêts de recherche, l'adhésion aux technologies. Si vous me permettez, je vais faire un petit saut dans le passé pour que vous compreniez un peu mon intérêt vis-à-vis de ce sujet. Alors, en 2000, à la fin à la fin de l'année 2019 et au début de l'année 2020, moi, j'étais enseignante à l'élémentaire en Ontario et on avait un sérieux souci, c'est que le Premier ministre avait imposé des cours en ligne pour les élèves du secondaire. Et puis, ça a fait tout un scandale. Les enseignants ont dit, mais non, on n'est pas prêt à enseigner en ligne d'ailleurs. Est-ce que c'est nécessaire? Nos élèves actuellement s'en sortent bien. Comme ça, et lorsqu'on a constaté que le Premier ministre ne bougeait pas de sa position, les syndicats se sont impliqués, il y a eu des grèves et je me souviens encore que par une matinée de février 2020, j'étais dehors pour faire du piquetage parce qu'on voulait absolument que notre message parvienne au Premier ministre. On était très engagés. Et puis, boum, mars, c'est-à-dire un mois après, mars 2020, fermeture des écoles Covid. Qu'est-ce qui se passe? Il faut faire de l'enseignement en ligne. Cet enseignement que nous combattions au point d'aller faire du piquetage pas plus de 4 semaines avant. Et plusieurs personnes se sont mises à adopter de nouveaux outils pour permettre la continuité des apprentissages durant cette période de transition-là. Il fallait s'assurer que les élèves continuent d'apprendre. Et c'est là où on se pose la question, est-ce que toutes les grèves que l'on a faites avant cette période, est-ce que c'était vraiment parce qu'on ne pouvait pas utiliser cette technologie? Est-ce que c'est parce qu'on ne voulait pas? Est-ce que c'est parce qu'on se sentait pas, on ne se sentait pas accompagné, etc. Quels sont les facteurs qui faisaient qu'on rejetait à ce moment-là la technologie et qui ont subitement totalement disparu en fait dès qu'on a eu la contrainte. C'était une contrainte, on n'avait pas de choix. Personne ne savait quel était l'avenir des écoles en ce moment-là. On savait juste qu'il fallait poursuivre l'enseignement coûte que coûte. Alors, c'était tombé à une période où je travaillais déjà sur ma thèse de doctorat et c'est un aspect que j'ai bien voulu ajouter pour finalement creuser un peu plus les facteurs d'acceptation et d'adhésion aux technologies. C'est pour ça que je voulais faire cette anthologie parce que je me suis dit, il y a des liens avec
tous les domaines, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine de l'éducation, vu qu'on utilise la technologie partout, c'est une question qui mérite d'être posée partout. Qu'est-ce qui fait qu'on veut adopter une technologie et qu'est-ce que ça représente aussi pour les concepteurs et conceptrices pédagogiques de prendre en compte la question de l'adhésion ou de l'acceptabilité lorsqu'on utilise des technologies pour développer des formations ou que l'on place l'apprenant en situation d'apprentissage avec des nouvelles technologies qu'on lui propose. Donc voilà, c'était un peu pour le background. Je vais passer aux objectifs de l'atelier. J'aimerais préciser aussi que les questions, c'est vraiment à n'importe quel moment, sentez-vous libre de m'interrompre. Voilà les objectifs tels qu'affichés à l'écran. Donc, quand on parle d'acceptabilité, j'ai voulu qu'on s'intéresse d'abord à la technologie en elle-même. Certaines technologies sont conçues de telle façon que c'est facile de les adopter. Pour certaines, ça paraît intimidant pour les utilisateurs. Et puis pour les utilisateurs, justement, ils ne sont pas, c'est pas une population homogène. On a différents intérêts dans la population, on a différentes perspectives par rapport à l'usage des technologies. Il y en a qui estiment encore que plusieurs des outils que nous utilisons ne sont pas nécessaires, qu'on était très bien avant, pendant qu'il y en a qui estiment que bon, ce sont des outils pour booster la productivité, ainsi de suite. Et concernant finalement les usages, je voudrais qu'on discute un peu des stratégies pour adapter les approches pédagogiques et professionnelles. Ceci étant, je vais rentrer dans le contexte et parler un peu de la résistance au changement qui finalement est quelque chose qui fait partie de nous. On aime rester dans la zone de confort. Et la technologie, c'est totalement l'inverse de ça. On est frustré lorsque par exemple, moi, je n'aime pas me lever le matin et voir que mon téléphone a encore fait des mises à jour et qu'il y a encore peut-être de nouvelles fonctionnalités auxquelles je devrais m'habituer alors que j'étais déjà très bien avec les anciennes fonctionnalités. Et puis, quand j'explore les nouvelles fonctionnalités après quelques jours, je me dis, ah, c'est super, désormais mon téléphone peut faire ci, peut faire ça. Pourtant, au tout départ, j'étais énervée. Je disais, mais j'étais bien comme j'étais. Pourquoi est-ce qu'on m'ajoute encore des fonctionnalités dont je n'ai certainement pas besoin? Donc, c'est ça, il y a toujours une résistance lorsqu'on parle d'adopter de nouvelles technologies. Et ici, je voulais prendre un exemple, celui de la calculatrice. Parce que récemment encore, dans le cours que j'enseigne à mes étudiants qui s'appelle Apprendre et enseigner à l'ère numérique, parce que je suis à la faculté d'éducation, donc ils prennent ce cours-là pour apprendre à exploiter les technologies en salle de classe. On regardait l'évolution des technologies. On est tombé sur plusieurs articles qui parlaient des grèves qu'il y a eu lorsque la calculatrice a fait son apparition dans les écoles parce que les enseignants estimaient que ben, les élèves n'apprendront plus, ça va les rendre paresseux, ça va les amener à tricher, etc. Bref, il y a eu une grosse résistance. Donc, parce qu'en général, on considère que la technologie vient rompre. La technologie, c'est le point de rupture. Elle bouleverse nos habitudes, elle remet en question les rôles qui sont établis, elle remet en question nos propres compétences. Parce que qui dit nouveauté dit qu'on doit aller se former pour utiliser cela. Donc, comme je dis, avec l'exemple de la calculatrice, on comprend que on a besoin de surmonter cette rupture-là pour pouvoir être à l'aise avec les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on a beaucoup de, entre guillemets, calculatrices dans le milieu de la conception pédagogique. Donc, considérez, quand je dis entre guillemets, ça veut dire de nouveaux outils qui apparaissent au quotidien et auxquels il faut s'adapter. Par exemple, l'IA générative, les tableaux interactifs, les outils de correction automatique, les logiciels auteurs, les assistants vocaux d'apprentissage, etc. Donc, on doit conjuguer avec.
au quotidien dans l'élaboration, dans le développement de matériel de formation. Et c'est là que le rôle du concepteur et de la conceptrice pédagogique devient très important parce que nous concevons avec ces outils-là, mais nous devons aussi accompagner les apprenants qui utilisent les outils que nous leur proposons pour qu'ils acceptent mieux. Si on crée une nouvelle formation avec des fonctionnalités très, très, très compliquées pour l'apprenant, même si le contenu est bon, l'apprenant aura tendance à être découragé parce qu'il n'a pas été habitué à cette façon de suivre les formations. Donc, c'est un double rôle en effet. Et parce que il faut pas qu'on s'arrête à l'aspect technique, il faut qu'on se dise que lorsqu'on finit de créer ces formations, il y a des humains derrière, il faut les mettre en confiance pour qu'ils puissent avoir de belles expériences d'apprentissage. Donc, la technologie, en fait, la conception pédagogique n'est pas neutre parce que vous avez lorsque, par exemple, on voit les compétences d'un concepteur ou d'une conceptrice pédagogique, il y a des prérequis techniques. Donc, vous devez maîtriser des plateformes, des outils auteurs, par exemple, les LMS, etc. Euh, mais vous devez aussi tenir compte du profil, comme je l'ai dit tout à l'heure, les profils des apprenants, profil d'adoption, on va le voir dans quelques secondes, parce que sinon on court un risque de décrochage. Alors, en second lieu, la réussite dépend fortement de l'appropriation de l'outil, quelle que soit la façon dont le contenu est présenté. S'il est présenté dans un vase que l'on tient mal, qui glisse entre nos mains, on a tendance à ne plus trop s'intéresser au contenu. Alors, il faut veiller à l'appropriation de cet outil-là. S'il y a de l'anxiété chez l'utilisateur ou de la résistance, il y a de fortes chances qu'on laisse tomber la formation en cours de route. Puis, comme je l'ai dit, il faut connaître les profils des utilisateurs. Connaître les profils de nos utilisateurs, ça passe par l'étape de l'analyse des besoins lorsqu'on demande aux clients qui sont-ils, lorsqu'on établit les profils, parce que ça vous permet d'adapter les interfaces, d'adapter le rythme auquel les personnes découvrent le nouveau matériel ou les nouveaux outils, d'adapter les guides qui vont être élaborés, d'adapter les canaux de soutien, etc. Et puis finalement, en tant que concepteur et conceptrice pédagogique, vous êtes aussi des agents de changement. Donc, on influence les cultures dans les organisations pour lesquelles on prend des contrats, peut-être pour faire des formations. Donc, il faut réfléchir à cette résistance-là en amont pour mieux accompagner les apprenants. Alors, comme je l'indiquais, les calculatrices d'aujourd'hui, j'ai cité quelques outils, mais il y en a bien évidemment une pléthore. Euh, les IA génératives qui nous permettent de faire des plans de formation en quelques secondes, mais qui pourraient aussi, du côté de l'apprenant, lui permettre d'élaborer des plans pour répondre à des questionnaires ou à des questions de réflexion dans une formation, ainsi de suite, ou divers exercices. On a des outils de correction automatisés qu'on pourrait utiliser dans la conception ou qu'on pourrait recommander à l'apprenant d'utiliser lors de la formation. On a les LMS aussi auxquels l'apprenant doit être habitué, il doit être confortable à utiliser les plateformes qu'on lui propose, les outils auteurs, etc. Et bien évidemment, cela vient toujours avec des réticences parce qu'il y a un courant de pensée qui estime qu'il y a une déshumanisation de l'apprentissage. Il y a, pour certains, c'est juste qu'ils ne se sentent pas assez outillés. Ils ont peur de perdre le savoir-faire précédent parce qu'ils se sentaient déjà confortables avec cette façon de faire. Puis aussi la crainte que le temps qu'on va mettre pour apprendre à utiliser une application va finalement s'avérer inutile parce que ça va devenir très vite obsolète. On le voit avec plusieurs applications.
qu'on a comme Jamboard de Google. C'est une application que les enseignants aimaient beaucoup, qui n'avait absolument aucun problème. Et puis du jour au lendemain, Google a décidé de retirer cela de ses applications. Donc, il fallait s'habituer à une nouvelle plateforme. Et qui dit s'habituer à une nouvelle plateforme dit suivre une nouvelle courbe d'apprentissage avec toutes les exigences que cela peut comporter. Donc, alors, en tant que concepteur pédagogique, on veut anticiper ces résistances-là. On veut adapter nos stratégies de conception, les types de tutoriels que l'on propose, le type de différenciation que l'on met en place pour les apprenants. Et puis, on veut favoriser l'adoption progressive et durable de ces outils. Pour cela, il faut comprendre les facteurs et l'un des facteurs, c'est la perception de l'utilité. Alors, la perception de l'utilité, c'est à quel point est-ce que cet outil que je m'apprête à utiliser va être utile? Est-ce qu'il est plus efficace? Est-ce qu'il est plus utile que tel autre outil que j'utilisais la veille? Qu'est-ce qu'il va m'aider à faire que les autres outils ne font pas? Etc. Donc, on a la perception de l'utilité qui doit être très vite mise en avant lorsqu'on présente qui doit être très vite transmise lorsqu'on présente un nouvel outil. Alors, si j'ai une collègue à l'université à qui je viens de dire, oui, il y a tel outil qui nous permet maintenant de déceler les fautes de grammaire dans dans un texte, ça c'est un exemple, elle peut me dire ben, oui, à quoi ça sert parce que moi j'utilise déjà tel autre outil. Mais maintenant, si je lui dis il le fait en moins de temps ou il le fait avec plus d'efficacité, ainsi de suite, là, elle pourrait être plus intéressée. Et comme autre facteur, on a la performance versus l'effort. Donc, performance, est-ce que cet outil va mieux performer que les autres? Est-ce qu'il va me faire gagner en temps? Ça, c'est un des facteurs qu'on recherche beaucoup lorsqu'on adopte un outil. Même lorsqu'on fait par exemple, on veut utiliser une nouvelle IA générative, on a le choix, par exemple, entre ChatGPT, Mistral, DeepSeek, Claude, le chat, ainsi de suite. Mais on va toujours se demander lequel est le plus performant. Nous avons nos propres critères. Bien évidemment, il y a certains qui vont chercher en termes de génération d'images. Est-ce que les images sont de bonne qualité? Est-ce que le prompt, la requête que je lui donne, est-ce que l'image reflète vraiment la requête, ainsi de suite. Ils vont utiliser leurs propres critères pour identifier la performance, mais la performance reste parmi les facteurs les plus importants. Et puis l'effort attendu. Ça me prend, ça me prend quel effort pour apprendre à utiliser ce nouvel outil? Si l'effort est trop grand, on abandonne même si l'outil est performant. Si on dit que ça prend 1 à 2 journées de formation en ligne pour apprendre à utiliser, par exemple, une IA générative, des gens vont se dire, mais pourquoi moi je peux utiliser ChatGPT dès que je l'ouvre, c'est intuitif, c'est facile, ainsi de suite. Donc, il y a l'effort attendu et l'influence sociale, qui est un très, très grand facteur d'influence. Généralement, dans les discussions, même dans nos cercles sociaux, dans les cercles professionnels, une fois qu'un collègue, une fois que la direction d'une entreprise, une fois qu'un conseiller pédagogique recommande un outil, ou alors indique qu'il utilise l'outil, ça n'a même pas besoin d'être une recommandation. Je peux être dans le salon du personnel et je dis, ah, depuis plusieurs jours, je gagne vraiment en temps avec cet outil parce que ça me permet de faire de la correction automatique. Ça va amener plusieurs personnes à adopter l'outil parce qu'elles se disent, il y a déjà quelqu'un dans mon cercle qui utilise l'outil. Donc, c'est ça le facteur d'influence sociale qui est parmi les 4 plus grands facteurs d'acceptation des technologies. C'est pour ça qu'on recommande généralement aux concepteurs de faire des mini-témoignages en disant, ah, tel groupe pilote a utilisé cet outil, ça s'est bien passé. Ce genre de témoignage engage généralement rapidement les gens à utiliser un outil. Et puis, il y a l'effet de facilitation. L'effet de facilitation, ça veut dire
Si j'adopte l'outil et que à 30 minutes après, j'ai un problème, où est-ce que je trouve l'appui? Est-ce que j'ai de l'accompagnement qui m'est offert? Est-ce qu'il y a des tutoriels qui sont disponibles? Est-ce qu'il y a des guides? Est-ce qu'il y a des personnes accompagnatrices en ligne qui peuvent répondre à mes questions? Ainsi de suite. Lorsqu'on a cette facilitation, on est plus enclin à adopter une technologie. Bien évidemment, ce que je présente ici, c'est selon le modèle UTO, qui est l'un des modèles les plus populaires pour comment je vais dire ça, pour identifier les facteurs d'influence sur l'acceptation des technologies. Il y a cependant plusieurs autres modèles. J'ai préféré l'UTO parce que c'est celui que j'utilise le plus aussi. Alors, en matière d'adoption, il faut maintenant voir qui adopte. Alors, il faut comprendre les profils donc. Ici, j'ai présenté aussi quelques profils qui viennent euh, du livre Diffusion of Innovations de Everett Rogers. Ça, c'est un livre je suis partie du plus ancien pour le plus nouveau. Et là, déjà, en ce moment-là, on avait ce qu'on appelait les les innovateurs, les adoptants précoces, donc early adopters, la majorité précoce, la majorité tardive et puis les retardataires. J'explique rapidement. Donc, les innovateurs, ce sont les personnes qui aiment tester tout, qui sont curieux, qui sont très excités quand elles voient de nouvelles choses. Ça, c'est selon l'auteur. Puis les adoptants précoces, les early adopters, ce sont les personnes qui sont ouvertes au changement, qui vont généralement utiliser l'outil et dire au reste du groupe, ça y est, c'est bon, je peux vous rassurer, c'est un bon outil, on peut l'adopter. Puis il y a la majorité des adopteurs, ce sont ceux qui sont très prudents, mais qui, une fois qu'on leur a montré les bénéfices de l'outil, vont l'adopter rapidement. Puis on a ceux qui arrivent tardivement, la majorité tardive. Eux, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas de nouvelles outils. Généralement, ils l'adoptent seulement s'il y a une pression sociale ou par nécessité. On connaît beaucoup qui n'ont pas voulu passer au téléphone intelligent parce qu'ils se disaient c'est pas nécessaire. Mais après, quand ils se baladent dans des supermarchés et que beaucoup de choses doivent être scannées, ainsi de suite, ils se trouvent contraints d'aller acheter un téléphone intelligent. Et puis, les retardataires, ce sont ceux qui sont les plus résistants. Ils sont parfois très hostiles au changement technologique. Et puis, parfois, ils vont abandonner un projet juste parce que, oui, ça implique de nouveaux outils avec lesquels ils ne se sentent pas à l'aise. Et je progresse maintenant vers des typologies plus récentes. On a celle de Broadcom et Hall en 2010. Ils nous présentaient 8 profils de, de, d'apprenants, c'est-à-dire d'adopteurs, si je peux dire ça, des technologies d'adoption. Alors, il y avait l'habile, l'apprenti consciencieux, l'habile détaché, le suiveur clairvoyant, l'assidu par défaut, le résigné sceptique, le familier expert, le curieux séduit, puis le consommateur conformiste. Je vais passer rapidement à travers les 8 profils. On voit pour l'apprenti consciencieux que ce sont les personnes qui apprennent pour rechercher quelque chose. Alors, si je suis à la recherche d'un emploi actuellement, j'apprends à utiliser cette technologie parce que je me rends compte que beaucoup d'employeurs recherchent cette compétence. Pas parce que j'aime l'outil, parce que je sais que ça va me permettre d'aller obtenir, par exemple, un emploi. L'habile détaché, lui, il se familiarise avec les technologies uniquement par contrainte professionnelle. Donc, il est en milieu de travail et certainement dans son milieu, dans sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les technologies. Pour le suiveur clairvoyant, on a des personnes qui sont réticentes
réticentes, pardon, aux nouvelles technologies, mais qui sont amenées à se familiariser parce que ces outils ont été insérés dans leur milieu professionnel ou leur cadre familial et puis qu'ils reçoivent des pressions, ils ou elles reçoivent des pressions de la part de l'entourage. Donc là, ils n'ont pas de contraintes, mais parce que c'est généralement en dehors d'un cadre hiérarchique, elles se trouvent juste amenées à adopter les technologies parce qu'il y a un peu de pression. Parfois, c'est des amis qui disent, mais tiens, tout le monde a un Facebook maintenant, pourquoi tu n'es pas sur les réseaux sociaux? Viens, on peut échanger des photos de famille dessus, ainsi de suite. Alors, pour non, pour les autres types, j'ai juste fait un résumé. L'assidu par défaut, c'est quelqu'un qui n'a pas généralement adopté l'outil. Il a testé, mais après, dès que la tâche est terminée, il s'en est détaché. Le résigné sceptique, ce sont ceux qui ont adopté de façon très, très réticente parce qu'ils ont une méfiance à l'égard des technologies. Et puis, le familier expert, c'est celui qui a la technologie autour de lui à la maison, à l'école, dans le milieu professionnel. Il s'est très tôt familiarisé avec les outils, donc quel que soit l'outil qu'on lui propose, il n'y voit pas de souci. Et puis, le curieux séduit, c'est quelqu'un qui n'a pas d'attrait particulier pour les technologies au départ, mais il est amené à se familiariser tout doucement, tout naturellement, et puis finalement, il intègre cela dans son quotidien. Et le dernier type, selon Broadcom et Hall, c'est le consommateur conformiste. Ils sont poussés par la curiosité et puis l'envie de faire comme tout le monde, de suivre la tendance. Donc voilà à peu près pour ce qui est des profils. Et lorsqu'on comprend qu'il y a divers profils d'utilisateurs, le tout n'est pas de maîtriser ces profils parce qu'en réalité, je vous ai montré des typologies, mais il y en a certainement plusieurs autres. Donc, on ne va pas créer une formation pour dire on va adapter cette formation à 8 profils d'utilisateurs, non, mais c'est de penser que les personnes n'aborderont pas le contenu de formation, la plateforme sur laquelle vous hébergez votre formation ou les outils que vous proposez durant votre formation de la même façon, au même rythme avec le même enthousiasme ou avec la même aisance. C'est juste ça qu'il faudrait garder à l'esprit. Maintenant, comme stratégie gagnante, vu qu'on a remarqué au départ qu'un facteur d'influence les plus importants était l'effort perçu. Que fait-on si on sait que l'effort perçu est un gros facteur d'influence, mais on diminue cet effort? Diminuer l'effort de quelle façon? Euh, En utilisant des interfaces simples et épurées, en offrant des tutoriels tout au long des formations, en intégrant des fonctionnalités très simples comme le drag and drop, en intégrant des bulles d'information, par exemple, ça aide beaucoup. Lorsqu'on sait que tout au long de la formation, on a des bulles d'information qui pourraient donner plus d'explications sur comment utiliser une fonctionnalité, en limitant, en bref, les barrières techniques pour s'approprier du contenu. Alors, l'exemple, c'est qu'on introduit, par exemple, une activité avec une vidéo pour expliquer le fonctionnement d'une plateforme, le fonctionnement d'un outil. On intègre, comme je l'ai dit, des infobulles. Lorsque l'apprenant survole la bulle, il y a du contenu qui va s'afficher pour apporter plus de détails. Et puis, on leur demande pas dès le début de créer quelque chose, de répondre à des questions. Ils vont faire les premiers usages, ils vont le faire en tant qu'apprenants et quand ils se sentent à l'aise, on leur propose, par exemple, on leur propose après de créer. Ça, c'est lorsqu'on regarde même la taxonomie de Bloom, on voit que l'acte de créer est toujours placé tout en haut de la taxonomie. Comme autre stratégie gagnante, il faut valoriser les bénéfices personnels et collectifs. Lorsqu'on suit, par exemple, une formation, lorsqu'on veut adopter un nouvel outil, dès qu'on voit un gain immédiat, on est plus motivé. Mais si on voit un gain immédiat à la fois pour nous et pour les membres de notre équipe, ça nous motive encore plus.
Donc, il faut présenter les outils en montrant comment ils améliorent la tâche de chacun, chaque membre de l'équipe, par exemple. Il faut mettre en lumière les gains en efficacité, en motivation ou en qualité pédagogique. Il faut souligner les effets collaboratifs, c'est-à-dire le partage de ressources, la co-construction et l'apprentissage actif. Lorsqu'on valorise ainsi les bénéfices, on a tendance à augmenter la motivation. Donc, par exemple, un outil comme Padlet, qui est un mur collaboratif, lorsqu'on le présente à quelqu'un qui n'est pas familier avec Padlet ou qui n'a pas souvent utilisé des murs collaboratifs, on lui présente rapidement que ça lui fait gagner du temps pour prendre des notes collectivement. On lui présente aussi que ça valorise sa voix dans le groupe et que ça permet de conserver, d'exporter facilement le contenu. Mais le fait qu'il sache qu'en même temps que des membres de l'équipe sont en train de placer du contenu, lui peut placer du contenu, s'inspirer de ce que les autres membres de l'équipe ont fait, ça le motive beaucoup. Alors, comme troisième stratégie, je l'ai dit lorsqu'on regardait le modèle UTO, l'effet de facilitation est considéré comme un très gros facteur d'adoption. Lorsqu'on ne voit pas une facilitation qui est offerte, on a tendance à décrocher très rapidement lorsqu'on est face à de nouveaux outils. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc lorsqu'on sait que c'est un gros facteur? On offre ce soutien-là, on s'assure qu'il figure à divers endroits de nos formations où l'apprenant pourrait s'interroger, chercher à avoir plus de détails, se questionner sur les fonctionnalités à utiliser. Donc ici, on veut rassurer l'apprenant qu'on ne lui a pas abandonné un outil entre les mains, qu'il est accompagné, même si c'est de façon asynchrone. Donc là, par exemple, on peut prévoir un espace d'assistance ou de discussion. On peut mettre à disposition des capsules de dépannage. On peut créer une foire aux questions qui est basée sur les questions des utilisateurs, qui est mise à jour régulièrement. On peut intégrer, dans certains cas, un soutien entre pairs pour mieux s'approprier du contenu. Ici, par exemple, ça c'est un exemple de soutien pour l'usage d'un LMS dans une formation. On propose la création d'un kit de survie numérique, qu'est-ce qu'il faut savoir dès le départ. On propose un mini-guide PDF interactif qui est accessible, par exemple, à partir d'un clic et que l'utilisateur, peut-être une icône à laquelle l'utilisateur a accès tout au long de la formation. Ça peut être un bouton info qui est placé tout en haut à côté du menu. Euh, et puis, on peut avoir un forum de premiers pas où les personnes indiquent comment elles ont fait pour surmonter les obstacles. On peut avoir des options de clavardage ou encore organiser, dans certains cas, des webinaires à mi-parcours pour répondre aux questions des apprenants sur les fonctionnalités de certaines plateformes. Comme quatrième stratégie, et comme on l'a vu, l'influence sociale est très forte lorsqu'il s'agit d'adopter les technologies. On veut donc exploiter cette influence-là comme levier, mettre en avant des modèles positifs qui vont inspirer nos apprenants. Parce que si nos apprenants voient des collègues adopter l'outil ou des personnes du cercle familial, du cercle communautaire, ils et elles seront mieux enclins à adopter l'outil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on voit plusieurs façons d'utiliser l'influence sociale. On va mettre des témoignages vidéo ou audio ou des textes qui sont partagés par des pairs et qui montrent comment l'outil les a aidés, comment ça leur a permis de gagner en productivité, etc. Puis, on peut créer des portraits d'ambassadeurs, des personnes qui ont utilisé les outils et qui ont tellement été satisfaites qu'elles ont à leur tour continué à édifier les autres dessus, etc. Donc, ça, c'est un témoignage. Imaginons qu'on est en train de concevoir une formation sur l'outil Canva et qu'on intègre des témoignages tels que ceux-ci. Moi aussi, je pensais que c'était trop visuel pour moi. Mais en 30 minutes, j'ai créé une activité interactive que mes élèves ont adorée. Si ce témoignage vient d'une enseignante,
la personne qui n'est pas familière avec Canva ou qui trouve cela trop intimidant, quand elle voit l'aspect 30 minutes. Et quand elle voit que la personne a brisé ses barrières, ses propres peurs en disant, moi aussi je pensais que c'était trop visuel, mais en 30 minutes, ça veut dire que elle a compris que l'outil est facile en réalité à utiliser. Ça, c'est de nature à encourager quelqu'un qui serait réticent à utiliser Canva. Ou encore quelqu'un d'autre qui parle des compétences techniques. Je n'ai jamais été douée en design, mais les modèles proposés sont tellement simples que j'ai pu créer une fiche d'activité claire et engageante. Ou encore le sceptique. J'étais sceptique, un mur collaboratif, mais en moins de 10 minutes, mes apprenants échangeaient des idées sans que j'aie à les relancer. Donc ici, c'est vraiment des témoignages qui viennent pour agir comme levier pour soutenir la motivation de cette personne-là qui aurait des hésitations à adopter un outil. Donc, on a misé vraiment ici sur l'influence sociale. Puis la dernière stratégie, c'est de mettre en évidence les gains concrets. On l'a vu quand on présentait la théorie, la performance perçue figure parmi les facteurs d'influence les plus importants. Donc, la performance ici, c'est la croyance que l'outil va réellement améliorer l'efficacité ou la qualité du travail ou de l'apprentissage. Plus l'utilisateur va percevoir le bénéfice direct et intangible, plus il va être enclin à adopter l'outil. Donc, on veut montrer clairement qu'est-ce que l'outil nous permet de faire, le gain de temps, la clarté, le suivi des apprentissages, ou encore on veut concevoir des étapes comparatives, le before and after, comme on le dit entre guillemets, avant, après. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avant, qu'est-ce qui était la limite, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil. On peut proposer aussi des tableaux de synthèse qui permettent de comparer ce qu'on fait actuellement et ce que l'outil permettrait de faire. Alors, un exemple, c'est l'outil de correction automatique Grammarly, par exemple. Si on conçoit une formation pour un nouveau personnel enseignant et qu'on a des enseignants qui sont réticents à exploiter les fonctionnalités de Grammarly ou d'un autre outil de correction de texte parce qu'ils estiment que cela remplace leur jugement professionnel, on peut intégrer un exercice comparatif, la correction manuelle d'un devoir ou la correction avec cet outil-là et puis, tout en montrant que l'outil ne remplace pas l'enseignant, mais le soutient dans sa gestion du temps. Alors, c'était ça pour les stratégies. Ce qu'on retient en synthèse, c'est que l'acceptation technologique, c'est d'abord, c'est pas qu'un processus technique, il est aussi humain. Il faut comprendre la personne, les profils, je dirais, que l'on a en face de nous pour pouvoir mieux adapter la façon dont on leur présente de nouvelles fonctionnalités, du nouveau contenu, de nouvelles plateformes, etc., etc. Il faut comprendre aussi, il faut connaître leurs réticences. Si l'on connaît quelles sont les réticences, on peut mieux y répondre. On peut mieux personnaliser les contenus et les approches. Et puis, il faut savoir adapter ses stratégies selon ces profils-là. C'est ça pour la synthèse, mais je termine avec des questions pour une pratique réflexive qui peut être menée lorsque, lorsqu'on est en train de concevoir une formation, par exemple, dans laquelle on va présenter de nouveaux outils à exploiter. Donc, c'est une pratique réflexive, donc ce ne sont pas des questions que je vous pose, ce sont des questions qu'il convient de se poser à soi-même lorsqu'on est dans ce processus-là. Alors, je laisse juste quelques secondes pour lire le contenu parce que je n'ai rien à y ajouter. Les questions sont déjà, à mon avis, assez parlantes.
Alors, c'est ça pour les questions de pratique réflexive. Bien évidemment, j'en ai sélectionné quelques-unes. L'essentiel, ce n'est pas la question ou les questions en soi, c'est de savoir qu'il faut prendre du temps pour se questionner sur la valeur ajoutée qu'on veut apporter aux apprenants et la façon de répondre à leur réticence. Donc, voilà, c'était ça pour clôturer la présentation et je vous remercie en vous laissant, par exemple, mon site personnel si vous voulez mieux en apprendre sur les recherches que je mène dans le domaine des technologies éducatives. Merci. Merci beaucoup, Alice. C'était très intéressant. J'aurais une suggestion si tu crois que ça peut être pertinent. Peut-être que tu peux basculer vers l'image précédente. Et l'avantage de nos ateliers, c'est aussi la période d'échange qui suit la présentation de l'animatrice. Merci Julie, qui a mis son petit pouce en l'air aussi pour te féliciter pour ta présentation, Alice. Alors, vous avez peut-être déjà quelques questions en tête, peut-être des commentaires, des exemples à apporter ou des questions pour Alice. Déjà, durant la présentation, vous pouvez lever la main, vous pouvez les poser, poser vos questions, mais je trouverais ça intéressant qu'on puisse utiliser des questions pour une pratique réflexive et qu'on puisse bien exploiter cet atelier-là aujourd'hui en donnant nos commentaires et en faisant des échanges sur ces éléments-là qui sont suggérés par Alice. Est-ce que chez vous, dans votre milieu, vous avez déjà été réticent? Est-ce que vous avez connu des collègues? Est-ce que vous avez connu des situations où vous avez dû mettre en place certains outils? Quel lien vous pouvez faire avec la présentation d'aujourd'hui? Euh, je vois le message de Jocelyn. Très bien. Bonjour tout le monde. Excellente présentation, Alice. Merci. Malheureusement, je dois vous quitter au plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là, Jocelyn. On a perdu quelques joueurs aussi en cours de route. Alors, Jane et Julie, vous pouvez ouvrir votre micro, votre caméra en petit groupe comme celui-là. Euh, Ça va être plus stimulant, je crois, pour notre animatrice. Alors, on peut entrer en ligne. Oui, bon, alors je vois Julie qui est là. Jane, vous pouvez faire la même chose. Je ne sais pas si vous êtes plutôt anglophone que francophone. So, Jane, if you would like to put your camera on and your microphone on too, this is possible to chit chat all together, to be in a process of reflexive practice. After the presentation. Alors, Julie, est-ce que vous auriez un commentaire à apporter, un récit d'expérience, des réserves, des questionnements que vous avez par rapport à votre pratique professionnelle? Jane, la même chose. Alors, la parole est à vous. Ben, je vous dirais, je commence un projet bientôt qui a été identifié comme étant une situation d'adhésion et non d'adoption pour une nouvelle plateforme. Donc, je trouvais ça bien intéressant. Le timing était excellent, Madame Alice, de voir ça ici aujourd'hui. J'avais déjà entendu parler des premiers des résistances au changement, puis les premiers facteurs, pas les premiers facteurs, mais les premiers sources de. Alors, je cherche mes mots. Les premiers profils, mais je suis contente de voir les nouveaux profils que vous avez présentés. Je ne les connaissais pas du tout, donc c'est une corde de plus à mon arc. Merci. Merci. Merci, merci Julie. Très, très intéressant. Jane, avez-vous une question ou un commentaire? Ah, Jane, je n'ai pas de caméra aujourd'hui. D'accord, je viens de voir votre commentaire dans le clavardage. Écoutez, c'est bien compréhensible. Si vous avez une question, gênez-vous pas, vous pouvez ouvrir votre micro, poser votre question.
Pendant que vous réfléchissez, moi, j'avais une question qui m'est apparue au fur et à mesure de ta présentation, Alice. Et je me disais, c'est sûr que quand on est en enseignement à distance, de façon synchrone, même si on est en ligne, il y a quand même des consignes qu'on peut apporter, des directives qu'on peut apporter, étant donné que on est activement présente devant nos élèves, nos étudiants, selon le niveau où vous êtes. Et puis, je me posais la question, comment faire de façon asynchrone? Mais au fur et à mesure, je m'aperçois que beaucoup d'outils que tu as donnés sont utilisables, on peut les prévoir dans les stratégies gagnantes, on peut les prévoir en termes d'outils qui vont être utiles de façon asynchrone. Alors, c'était le questionnement. J'aurais aimé qu'on creuse encore un peu au niveau des outils. Je vois que tu es revenu dans la typologie de Broadcom, probablement pour apporter un complément de réponse à Julie. Donc, est-ce que je commence par... j'étais en train, en fait, de remonter à la toute première diapo, mais j'ai été interrompue dans mon élan. Est-ce que tu veux pas... Je veux commencer par répondre à la question de Julie. Bien Mais, vu, bien sûr. Oui. allô? Oui, non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ces nouveaux types-là que je ne connaissais pas avant. Donc, merci Oui. pour l'introduction. Donc, il y en a plus, il y a plusieurs typologies, Julie. Moi, personnellement, durant ma recherche, je me suis rendu compte que c'était très compliqué de vouloir adopter à des profils si généraux. Ce que je faisais, c'est que je prenais, lorsque j'avais, en tant que conceptrice pédagogique, lorsqu'un client faisait appel à moi pour concevoir une formation, je devais essayer d'établir les profils spécifiques à l'équipe du client. Peut-être qu'on n'appellera pas ça apprenti consciencieux ou habile détaché. Peut-être on appellera ça personne qui préfère le mode asynchrone, personne qui préfère le faire sur leur téléphone. C'est toujours des profils, vous voyez? Donc, le but, c'est juste de savoir à qui on va faire face et comment est-ce qu'on peut adopter à leur façon d'apprendre. Donc, on n'a pas besoin de s'intéresser au type de profil comme présenté par ces chercheurs parce que, par exemple, pour Brodkorn et Hall, dans sa recherche, il s'intéresse beaucoup au milieu de l'éducation. Donc, est-ce que si on prend cette typologie et on la met dans le milieu des médecins qui se forment à l'usage de l'IA pour les opérations, ça passe? Je ne pense pas. Mais l'essentiel, c'est qu'on sache qu'il y a, en tant qu'humain, Mhm. on est porté à réfléchir d'une certaine façon. Je ne réfléchis pas de la même façon que Julie, qui ne réfléchit pas de la même façon que Marcel ou Jane, etc. Une fois qu'on sait ça, lorsqu'on va pour créer une formation, on peut nous-mêmes développer un questionnaire qui nous permettra de voir le profil des utilisateurs qui vont utiliser cette formation. Lorsqu'on a cela en priorité, c'est le plus essentiel parce que l'erreur qu'on fait beaucoup, c'est de passer directement au contenu, de dire, OK, voici les objectifs d'apprentissage, voici les critères d'évaluation, voici. Et puis finalement, on crée une très, très belle formation et personne ne l'écoute, ne suit la formation. Mhm. Ou alors les gens commencent à suivre la formation et disent, il y a trop de clics. Et quand on est à la troisième page, on ne sait pas comment revenir à la page d'accueil, machin. Donc, on vous revient avec des trucs techniques. Pourtant, vous étiez très concentré sur le contenu. C'est ça que je voulais souligner ici. Pensez à moi. Marcel, tu disais quelque chose par rapport au mode asynchrone? Si tu permets, Alice, Oui, j'aimerais enchérir là-dessus oui. euh, parce que je trouve ça intéressant, puis je trouve ça important. Je ne sais pas, Julie, dans quel domaine vous êtes? Est-ce que vous êtes en milieu institutionnel ou vous êtes En en milieu de travail. commanditaire, en milieu de travail? Oui. Bon, voilà. Et puis, est-ce que vous êtes aux ressources humaines d'un milieu en particulier ou si vous êtes comme consultante, freelance un peu partout? Ressources humaines dans un milieu en particulier. Bon, OK. Ben, c'est intéressant de poursuivre un petit peu à ce niveau-là parce qu'il y a certains secteurs
de l'industrie qui sont très avancés avec les technologies et certains autres secteurs, tout le secteur au complet, qui sont pas très outillés avec les technologies. Alors, si on a une formation à donner, par exemple, dans le secteur de l'ingénierie ou du dessin de bâtiment, où ils sont déjà habitués avec les technologies, c'est peut-être un petit peu plus facile. Le questionnaire, oui, puis l'étude des profils d'apprenants, c'est toujours essentiel. Mais si on s'en va dans un secteur comme par exemple la métallurgie ou comme la mécanique, ou qui sont habitués d'utiliser des outils, mais pas dans tous les domaines. Donc là, il y a même pas juste les employés à former, il y a peut-être les propriétaires d'entreprises aussi, ou en tout cas les gens qui sont responsables des opérations qui doivent être consultés pour déterminer quel est le profil et quelle est la vision de la culture d'entreprise par rapport aux technologies aussi. Je voulais ajouter ce petit commentaire. Oui, bon, la question que je posais personnellement aussi à la suite de ça, c'était par rapport aux outils qui sont importants, qui peuvent être utilisés aussi de façon asynchrone, donc des tutoriels, des bulles d'infos. euh, Oui. il y a peut-être des façons aussi en démarrant une activité ou en donnant des consignes pour une activité quand on est en mode asynchrone, qui peut aller sans que ça paraisse même nécessairement, qui peut aller chercher des bénéfices personnels. Maintenant que vous avez réussi à faire cela, nous allons maintenant vous proposer telle chose, telle chose. Alors, Alice, est-ce que tu peux commenter un peu plus par rapport aux outils? Euh, Si de ton point de vue, il y a une différence entre les outils qu'on va développer, les outils, là, les stratégies gagnantes, là, dans un mode synchrone versus un mode asynchrone ou un mode hybride, même tu l'as noté dans ta présentation quelque part. Alors, ce que je vais dire, c'est que lorsqu'on est en mode synchrone, on- la perception est que c'est plus facile parce que le facteur je reviens au tableau ici, un instant, voilà. Ce facteur qui s'appelle effet de facilitation, il est plus fort lorsqu'on est en mode synchrone parce qu'on se dit, j'aurai du soutien un peu plus facilement si je clique pour lever la main, j'ai le formateur qui est là. Lorsqu'on Mhm, est en mode asynchrone, on commence sachant déjà qu'on est, entre guillemets, abandonné à soi-même. J'ai bien mhm, dit entre guillemets parce qu'on ne l'est pas. Mais c'est que, en général, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui tiennent aux perceptions. Si on commence déjà une formation sachant que, bon, s'il y a souci technique, je ne sais pas trop à qui m'adresser, ou alors je vais devoir attendre demain pour envoyer un courriel, on va peut-être me répondre dans 2 jours, on a déjà une petite démotivation. mhm, Déjà, ça ne touche pas aux outils, ça touche juste à la perception de la facilitation qu'il y aura, qu'on soit en synchrone ou en asynchrone. C'est mhm, pareil pour moi, je préfère de loin suivre des formations quand j'ai le formateur avec moi parce que je sais qu'il est à portée de main. En un clic, je peux lever la main et on va répondre à ma question. Je me sens beaucoup plus à l'aise. mhm, Maintenant, en termes d'outils, quand on a parlé en mode asynchrone de clavardage, par exemple, ça peut être un clavardage qui renvoie à des rétroactions directes. Mais c'est ça, le tout tient à rassurer la personne dès le début qu'elle mhm, sera accompagnée, qu'elle aura de l'appui à sa disposition de façon continue et de façon instantanée. Ça aussi, ça pourrait venir rassurer la personne. OK? Ou alors l'accès à une communauté d'apprenants. mhm, Si quelqu'un est en train de suivre une formation et sait qu'il y a à peu près 10 autres personnes qui suivent la même formation qu'elle, à qui elle peut poser la question, même si ce n'est pas le formateur qui lui répond, ça la rassure quand même sur le fait qu'elle peut poser des questions et avoir des retours. mhm. Non, moi, c'est ce que je dirais pour la différence entre le synchrone et l'asynchrone. Oui, d'accord.
C'est très intéressant parce que on parle beaucoup de perception, on parle beaucoup de motivation en fait. Comme tu dis, tout passe par les perceptions. Même si le cours est très bien, si on a négligé cet aspect-là des perceptions et de la motivation, comme dans n'importe quelle conception pédagogique qu'on faisait il y a quelques années, même si on n'était pas numérique, il faut tenir compte des dimensions motivationnelles. Il faut que la personne apprenante perçoive qu'elle a du contrôle sur ses apprentissages. Si en mode asynchrone, elle perçoit pas l'accompagnement, elle ne voit pas des signes de présence dans son parcours, elle va avoir plus de difficultés à se percevoir en autonomie dans son apprentissage parce que quand elle a des questionnements, elle peut pas y répondre elle-même ou elle peut plus difficilement y répondre elle-même et ainsi de suite. Tout à fait. Oui, je trouve ça très, très intéressant comme approche. Oui, oui, oui. Puis on a fait une belle tournée. Est-ce que, Julie, vous auriez d'autres euh, commentaires à apporter, d'autres questions à poser pendant qu'on est avec Alice? Non, ça va, merci beaucoup. Vraiment très éclairant, puis réconfortant aussi de voir ce que j'ai fait, puis ce que je vais pouvoir faire aussi en plus avec ce que vous avez mentionné. Merci, D'accord. Julie. Ben, je pense Merci. que la CCP met à disposition les vidéos de des événements, des ateliers, des classes de maîtres sur le site. Donc, je pense que s'il y a des parties à revisiter après, ça, c'est possible de le faire, Julie. Parfait, merci. Vous pourrez la revoir. Très bien. Ben, alors, je pense qu'on pourrait conclure notre activité d'atelier aujourd'hui sur ces belles paroles. Euh, Habituellement, je fais toujours un petit commentaire. Là, je vais réduire un petit peu vu qu'on est un petit groupe. Mais suivez-nous. On a encore une classe de maître, comme je disais, le 17 juin. La perception de risque dans la conception pédagogique en lien avec le risque que peut percevoir un apprenant. Alors, on est ici encore un peu dans les perceptions. Et on est en train de planifier la programmation 2025-2026 et on a déjà 10 activités. On en aura peut-être même plus que 10, peut-être une douzaine ou peut-être même une quinzaine. La réponse est très, très bonne et puis ce sont toutes des activités qui seront très intéressantes pour nos membres et nos non-membres et toutes les personnes qui nous suivent. Julie, juste par curiosité, est-ce que vous êtes membre de l'association actuellement? Non, non, je l'ai découvert récemment, donc shame on Oui. me, je ne connaissais pas l'existence avant. Non, non, ben c'est un peu normal aussi parce qu'on est plusieurs organismes à œuvrer dans le même domaine. Et puis, on a eu quelques années où on était un petit peu moins présent. Là, on prend un peu plus de dynamisme. Et puis, vous allez voir, à l'automne prochain, en août, septembre prochain, un nouveau site web, une nouvelle présentation. Donc, mais dès lors, vous pouvez aller fouiller. Donc, vous allez voir quel est le résumé de la présentation du 17 juin. Ce sera une classe de maître. Il y a un tarif, comme j'expliquais plus haut, pour la classe de maître, 25 pour les membres et 50 pour les non-membres. Et je vous invite à, aller fouiller un peu dans l'organisation aussi pour connaître les conditions d'adhésion à notre association. Donc, vous êtes la bienvenue parmi nous. Alors, Merci. je vais conclure la rencontre et puis je vais arrêter ici l'enregistrement.